donner le pouce vers le haut pour me laisser savoir que tout fonctionne. Bon, bonjour tout le monde. Bon, j'appelle cette réunion à l'ordre. Merci de se joindre à notre réunion du CA, du CABAM. Et si vous voulez avoir accès en français, vous pouvez avoir accès à l'interprétation en français en cliquant sur l'icône du globe en bas de votre fenêtre Zoom et sélectionnez votre angle de préférence. Lorsqu'on se réunit aujourd'hui pour plusieurs différentes régions de notre grande nation, j'aimerais commencer en reconnaissant les territoires qu'on appelle le Canada, comme le territoire ancestral de plusieurs peuples autochtones. Nous respectons l'historique, les langues et les cultures de les Premières Nations, les Métis, Inuits et toutes les Premières Nations du Canada, que leur présence continue à enrichir notre communauté vibrante. Lorsque le CA s'est rencontré en novembre, CABAM, Sean Walker et PDG Judah Sedinski ont donné un survol du budget de CABAM et l'approche pour 2024. Donc, le nom, la concentration d'aujourd'hui sera la revue formelle et l'approbation de ce budget. Je suis heureuse de dire que le Audi et comité de risque, Bob Plamondon, va se joindre à nous aujourd'hui et je remercie Bob à l'avance pour le travail que lui et les comités ont fait pour faire la revue du budget. Donc, avant de se lancer dans la réunion d'aujourd'hui, on veut mentionner que BAM a participé dans la propriété intellectuelle Ontario. Le 4 décembre, Karim Abawa, directeur de CABAM, et le président de IB Ontario. Le sommet que Karim et ses collègues ont créé était une belle opportunité pour le partage de connaissances et d'échange d'idées. Leonarda Horka, qui est aussi une directrice de CABAM, était une présentatrice à la conférence. On est vraiment fortunés d'avoir l'expertise de gens distingués et respectés dans la communauté IP sur notre CA. Léonard est là aujourd'hui. Merci beaucoup. J'aimerais souhaiter la bienvenue aussi à tous les licenciés qui vont participer dans le développement du programme. CABAM veut établir des standards clairs et des profils de compétences pour les professions et d'améliorer les examens qualifiants pour tester contre ces standards et ces compétences. En 2024, CABAM va offrir le nouveau examen de qualification pour la première fois et nous n'aurions pas pu le faire sans le soutien des licenciés. On a rempli plus de 30 positions dans nos groupes de conseil et on cherche encore quelques licences pour avoir d'autres rôles. Si vous avez une licence et vous êtes intéressé à contribuer dans votre profession de cette façon, s'il vous plaît, restez branchés pour d'autres informations dans le CABAM L'Infolettre. Un rappel à les agents classe 2 que le 31 décembre, c'est la date due pour mettre les assurances de couverture en place pour vos pratiques. L'assurance de couverture protège le public et les professionnels. L'assurance devient un exemple pour les agents classe 2 avec les révisions de CABAM cette année. Donc, on va tourner à l'agenda d'aujourd'hui. Le premier item sur l'agenda, c'est d'inviter les membres du Conseil de déclarer s'ils ont des conflits d'intérêts concernant les points d'ordre du jour. Donc, vous avez tous eu l'opportunité de visionner le matériel. Donc, je vais faire un tour de table pour demander s'il y en a qui ont des conflits à déclarer. De ceux que je peux voir sur l'écran, j'en vois pas. Donc, on va avancer dans le prochain item. La première section ici, c'est l'approbation. Bon, je sais, Judah, il n'y a pas de motion pour approuver l'ordre du jour sur l'ordre du jour. Est-ce que c'est exigé ou non? Ou est-ce qu'on doit faire une motion pour accepter? Oui, je vais simplement faire le tour de temps pour m'assurer que tout le monde est satisfait avec l'ordre du jour. Il n'y a pas d'addition à ajouter ou enlever. Je n'en vois pas. Je demande pour une motion pour adopter l'ordre du jour. Elise, merci. Un secondaire. Leonora, merci. Tous en faveur? Parfait. Les oppositions? OK. La motion, l'ordre du jour est adopté. Merci beaucoup. Donc, le prochain item, l'agenda de consentement.
la motion pour approuver les minutes le 9 novembre. Donc, je vais lire la motion et je vais demander pour quelqu'un de déplacer la motion et de la mettre sur la table, la tabler, et on peut l'ouvrir pour la discussion. Donc, la motion soit résolue, les minutes de le 9 soient approuvées. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui fait cette motion? Leonora, merci. Secondaire, Amber. Donc, la motion est sur la table. Y a-t-il des discussions, des questions, des commentaires alentour des minutes du 9 novembre? N'en voyons aucune. Puisque je ne peux pas voir les gens, plutôt que de demander qui est en faveur de la motion, je vais demander simplement s'il y a ceux qui sont opposés, alors votre main va lever et je vais le voir sur l'écran. OK, donc cette motion est passée de l'avant. Merci beaucoup. Donc, la prochaine section, c'est les rapports de comité présentés par les diverses personnes. Bon, le CABAM joue un rôle essentiel dans l'initiative réglementaire du CABAM. Chaque comité a une fonction unique décrite dans les rapports. Première, c'est le rapport de l'investigation présenté par Victoria Reese, CABAM, le Conseil réglementation professionnelle. À toi, Victoria. Merci. C'est bon de vous voir. Donc, pour que ce soit plus facile cette fois-ci, il y a un rapport, mais il y a beaucoup de tentacules. Donc, pour ce faire efficacement, on va se concentrer sur l'investigation, mais ça va toucher sur l'ouvrage de la discipline et les responsabilités professionnelles. Vous avez aussi dans votre matériel, pour votre information, 2 polices qui ont été approuvées récemment par l'investigation et je vais toucher sur ça parce qu'ils sont importantes. En termes des comités, le dernier rapport, en septembre, j'ai rapporté dans les 3 opérations de réglementation. Et depuis l'investigation, le comité s'est rencontré 2 fois et l'activité est résumée dans le mémo, dans le matériel pour vous. En particulier, l'investigation, le comité a approuvé 2 nouvelles applications et ils n'ont pas encore été publiés sur le site Web parce que c'est essentiel que nous puissions servir les licenciés en premier avant de rendre ça public. Donc, en ce moment, nous avons 2 nouvelles et un autre qui est en attente pour entrer en 2024 et ce n'est même pas 2024 encore. Donc, les 2 nouvelles pour des agents de brevet suspendus et un agent en formation suspendu. L'investigation, le comité a pointé un investigateur pour investiguer une plainte contre un agent de brevet et ça a commencé et ça va continuer dans 2024. Le comité de discipline n'avait pas besoin, c'était pas contrôlé, on a diminué le comité à 2 ou 3 par année parce que maintenant, ils ont commencé à faire les procédures. Donc, les procédures sont en cours de route pour les 2 sujets, pour les applications qui sont sur le site Web. Et particulièrement, une contestation par rapport à Alpesh Patel a été cédulée à être entendue sur 3 jours à la fin de novembre. Et donc, il y avait un intérêt dans ces procès par les réglementations et le public qui était conscient du sujet de licencier la nature de l'application. Et nous avons reçu des demandes de ces parties intéressées après les séances. Comme souvent, comme vous avez remarqué, avec les réglementations professionnelles, à la 11e heure, les négociations ont suivi, que les résultats étaient une présentation d'un groupe. Le panel a réservé sa décision, mais si approuvé, CABAM, le coût va être moindre pour cette problématique et la licence suspendue va faire une contribution vers une portion des coûts de CABAM pour être instaurée après la suspension. Donc, c'est un résultat positif, c'est approuvé. Et c'est vraiment grâce à une équipe tennisseuse et dévouée à CABAM que ça a bien été. Et donc, ça a été fait par Zoom avec un live streaming sur YouTube. Donc, c'était très ouvert et accessible. Et ça, c'était clair dans les contacts qu'on a eus après. Les 3 conférences dans le Matthew O'Day, ce n'est pas anticipé que la réunion aura lieu avant le printemps de 2024.
par rapport aux deux polices que j'ai mentionnées. L'investigation a dédié la plupart de 2023 pour développer les polices sur les procès et c'était approuvé en novembre. C'est important, une police importante parce que ça remplit les procédures, les détails, les intérêts publics pour considération lorsque le comité doit considérer si exercer leur autorité dans cet acte pour une suspension, pratiquer les restrictions ou des conditions en attente de l'accomplissement d'une plainte ou une investigation. Cette autorité représente une partie très significative comme outil de protection lorsque le comité d'investigation a une preuve de mal sérieux au public qui ne peut pas être rectifié ou adressé au travers de d'autres moyens. C'est une autorité qui est susceptible d'être rarement utilisée. Le IC a approuvé la police du registraire et leur décision est d'être suivie sur l'appel lorsque les plaintes, lorsqu'on croit que le registraire doit mettre de côté, la plainte était incohérente avec l'acte des collages et les lois et les réglementations. Et le registraire et leur autorité pour mettre de côté les plaintes étaient créées avec la dernière ronde d'amendements dans l'acte des règlements. Et ça n'a pas été encore utilisé. En termes d'autres responsabilités professionnelles, je suis heureuse de dire que nous avons reçu beaucoup de demandes et des demandes de conduite d'agents dans les dernières semaines. On reconnaît dans 48 heures, 24 à 48 heures et les réponses sont aussi rapides que possible à 2 à 4 jours. Un client de brevet potentiel, quelle protection est en place pour en prévenir un agent de voler leur invention. Et ça exigeait une assez longue réponse. Je ne suis pas sûr qu'il nous a cru. Je suis vraiment heureuse de dire qu'on a une résolution de deux situations d'investigation. Une entreprise en Alberta qui offrait des services de brevet sans avoir un agent ou un avocat en place. Où la plainte a suggéré que l'employé n'était pas qualifié d'offrir des services. J'ai contacté la Société d'Alberta qui a fait leur propre enquête et ils nous ont avisé que dans leur intervention que cette entreprise a maintenant un agent et un avocat employé. Ça, c'est un bon résultat. Le deuxième était un agent de brevet américain qui travaillait avec un IP en Colombie-Britannique. La firme a démontré sur le site Web que l'agent était un agent de brevet canadien-américain et qu'il ne l'était pas. J'ai contacté l'agent en question et les partenaires, ils sentaient qu'ils devaient faire partie de la conversation de la firme canadienne. J'ai démontré la publicité et les conséquences. Et j'étais très heureuse de voir que les deux ont répondu rapidement et ont pris des pas pour enlever les parties de le site Web qui étaient fausses et après 2 heures de mon contact. Donc, j'aimerais que tous les licenciés potentiellement engagés dans le UAP pourraient répondre aussi rapidement et de façon professionnelle. Donc, c'est le rapport au nom des deux comités et moi-même, je suis heureuse de prendre toute question. Leonora. Oui, merci Victoria. Comme à l'habitude, un excellent rapport concis. J'ai une question, possiblement même dirigée à Judah, au PDG, plutôt qu'à toi. Et ça, c'est à propos de l'investigation, le rapport, la police pour les décisions des registrants. Je voulais simplement vérifier, et ça, c'est avec les PDG possiblement, est-ce que c'est les registrants, sa pratique, ou est-ce que c'est une politique ou une police lorsqu'on rejette une plainte d'inclure l'information sur l'appel au comité d'investigation? Je peux répondre, ça fait partie de la matrice, malgré qu'on ne l'a pas fait encore, mais dans tous les cas, là, où il y a un droit d'appel, c'est la dernière chose qui rentre dans la lettre ici. Voici ton droit, voici l'autorité et voici comment le faire. Merci. Tom. Désolé, Ruth. Je ne peux pas voir tout le monde, donc c'est bon. Tu avais mentionné que la détermination était sur la base de le remettre en place la personne, mais que c'était en live stream, en direct.
On avait ça sur YouTube. Oui, la première journée était le 26 novembre, je crois. C'était la présentation par les deux conseils de l'accord, les faits, la pénalité, la présidence qui soutient tout ça, le membre et le conseil étaient présents. Et donc, tout a eu lieu en public et le comité a décidé de réserver et de suivre leur décision. Est-ce que le collège crée un chemin? C'est une chose d'avoir une audience en public, mais c'est un autre, en fait, de l'avoir sur YouTube. Est-ce que ça, c'était créer une controverse? Et c'est la première question. Et donc, est-ce que ça va être un standard pour les audiences qu'on aura disponibles via YouTube? Je vais répondre ça, mais notre législation de gouvernance disent que les audiences doivent être ouvertes au public et parce qu'on est construit au travers de la pandémie, les cours eux-mêmes ont avancé pour mettre en live les audiences d'importance au public. Et ce qu'on a vu, c'est une augmentation dans l'accès à la justice et l'accès à voir la justice en action. Donc, on avait des cas de haut niveau avec des centaines de personnes qui observaient. Je ne suggère pas pendant un instant que ces genres de cas sont susceptibles d'amener ce niveau d'attention. Par contre, pour opérer de façon à distance et de maintenir les cours ouvertes, la seule façon de vraiment s'y prendre, c'est de permettre le visionnement. La plus facile logiquement, c'est de permettre le live via YouTube qui permet aux gens de regarder, mais pour ce faire d'une façon ils sont séparés du processus. Donc, il n'y a pas de Zoom bomb. On peut contrôler le YouTube pour que les gens puissent regarder, mais ils ne peuvent pas autrement s'engager ou commenter. Donc, ça a été fantastique, un accès à la justice et ça mérite même d'autres Zoom parce qu'en tant que régulateur pour les tribunaux fédéraux, si vous allez vous déplacer, si vous l'auriez fait avant la pandémie, les coûts auraient été beaucoup plus hauts, mais l'accessibilité aurait été beaucoup plus bas. Par cela, je veux dire de prendre ce cas, par exemple, la personne qui est le sujet de la plainte aurait besoin de voyager à l'audience pour être en personne avec leur conseil, rajoutant un coût et de l'effort. On aurait dû louer un espace pour créer une place d'audience, que ce soit un hôtel ou un bureau. On aurait eu besoin des rapporteurs pour aider avec la logistique. On aurait eu besoin d'avoir notre propre conseil, voyager à cette audience. On aurait dû besoin d'envoyer notre propre conseil à l'audience et aussi du personnel. Tout ça aurait augmenté le coût de façon significative. Et ça, c'est la façon que c'était autrefois. Mais en commençant virtuellement, comme un tribunal virtuel, on a pris les meilleures pratiques de ce que nous avons vu depuis 2020 et les appliquer ici de la manière la plus efficace qui garde les cours ouvertes et qui est bon et juste pour toutes les parties concernées. Oui, merci pour cette explication, Judah. Victoria, est-ce que tu as des commentaires sur ce que Judah vient de partager avec nous ici? Oui, c'était très utile. Et Tom, tu as demandé s'il y avait des controverses à ce sujet. Il n'y en avait pas. Une chose qu'on ne voulait pas faire, qui était ce que d'autres réglementeurs ont fait, qui implique des gens qui s'appliquent aux participants euh, et qui demandent à s'inscrire à l'avance et ces genres de choses et nous dire qui ils sont. Et on a décidé qu'on voulait que ce soit accessible autant que ce est possible. Donc, en ayant ça en direct sur YouTube, vous n'êtes pas obligé de passer par une inscription. Et donc, oui, ça sera de la façon qu'on va procéder dans le futur, que ce soit contesté ou par accord. Il n'y a, il y a rien qui va être public qui sera autre que public. Dana. Je voulais rajouter que le YouTube est utilisé pour la vidéo ne vit pas. Bon, c'est comme elle était dans une session en direct et elle n'est plus accessible après
la réunion ou la séance. Donc, merci pour cette clarification. Tu as lu mes pensées. C'était ma prochaine question. Donc, c'est fantastique. Bob, bienvenue. Je vois que tu t'es joint à nous. Donc, c'est incroyable de te voir et merci dans mon remarque d'introduction. Je te remercie beaucoup pour tout le travail que tu as fait. Toi et ton comité ont fait pour faire la revue du budget et d'amener de l'avant tes recommandations. Donc, on a vraiment hâte à cette partie de la réunion et bienvenue. Merci de te joindre à nous. Merci. Désolé que j'ai manqué ça, mais le lien n'était pas dans mon invitation. J'ai dû trouver l'information. Désolé, Bob. On va devoir en parler un petit peu parce que c'est arrivé à quelques membres. Donc, merci beaucoup. Donc, merci. Bon, je ne sais pas si tu voulais que je donne des remarques du comité avant d'aller au budget. Oui, quand on se rend à cette partie-là, on fera appel à tes services. En ce moment, je présume que vous avez une copie de l'agenda ou de l'ordre du jour. Et dans ce moment, nous sommes dans la section rapport. On est le comité d'investigation, le rapport de Victoria que tu as vu. Et le prochain, c'est le comité de registraire. Donc, on va t'appeler quand ce sera le temps. Donc, merci beaucoup. Donc, c'était une belle présentation. Merci beaucoup, Judah. Dan, merci d'avoir rajouté tes commentaires à la question, les questions qui entourent tout ça. Donc, s'il n'y a plus de questions pour Victoria, on va aller au prochain rapport qui est le comité d'inscription par Jen Slabak et le registraire adjointe. À toi. Merci beaucoup. Donc, mon rapport aujourd'hui ne sera pas aussi long que c'était durant la dernière réunion. C'était un survol durant la dernière réunion, mais je vais vous donner une mise à jour. Donc, le comité s'est rencontré la semaine passée et ont reçu le rapport de l'audit, une évaluation du rapport sur les pratiques d'inscription que nous avons complétées encore contre le processus et les politiques en place sur le côté d'inscription. Et un rappel rapide pour le CA que les pratiques d'inscription prennent en compte 4 piliers principaux: la transparence, regarde les règlements clairs, les processus et l'accès direct à l'information. L'objectivité se concentre sur la cohérence, les prises de décision étant valides, pertinents et fiables dans leur prise de décision, et la partialité regarde les prises de décision libres de jugement pour identifier les sources de jugement et en toute justice, identifier les communications, les inscriptions, enlevant les barrières à l'entrée et être rapide et avoir un processus de revue. Donc, je suis heureuse de rapporter qu'en général, nous avons rencontré les tâches de transparence, d'objectivité et de justice. Et on n'avait pas identifié d'autres recommandations que nous allons regarder pour améliorer les processus que nous avons déjà mis en place. Ces choses peuvent inclure le site Web, les processus, les étapes qui soient plus claires. Ça peut inclure des amendements aux politiques que nous avons en place et aussi à regarder à d'autres formations pour les membres du comité et d'autres qui nous aident avec les compétences et les initiatives et les examens, etc. Un des plus grandes choses qui ont ressorti de cette revue, c'est la base qu'on a décidé de faire dans nos applications classe 3. Et ça, c'était les meilleures histoires qui ont ressorti de cette revue. Et très heureux de dire qu'on prend à peu près 16 jours de calendrier, à peu près 2 semaines, pour approuver une application classe 3. Et donc, en comparant tout ça avec d'autres réglementations qui prennent entre 4 à 6 semaines en général, et d'autres régulateurs peuvent prendre jusqu'à 3 mois. Donc, je crois que ça nous établit bien avec les mondes de réglementation au Canada pour assurer qu'on prenne des bonnes décisions pour les inscriptions. Donc, ça, c'était très positif. Et le comité aussi a mis à jour sur les spécifications des tests. Et comme j'ai mentionné, la dernière réunion, beaucoup de travail a été fait pour l'examen des compétences l'année prochaine. Les résultats de ces développements, de ces guides qui ont été créés, quelques-uns d'amendements aux spécifications de tests ont été complétés et présentés au comité qui était aussi approuvé. Donc, c'est ce qui se passe au point de vue inscription. Nous allons donner plus d'informations au comité dans les réunions de mars pour les pratiques d'inscription.
et des vérifications. Nous allons continuer à faire notre travail sur les examens et le redéveloppement. Très heureuse de prendre des questions au besoin. Merci beaucoup, Jen. Quel beau rapport. Y a-t-il des questions, commentaires pour Jen? Ça va? Bon, OK, on n'en voit aucun. Jim, merci beaucoup. C'était fantastique. Merci. Le prochain, c'est l'audit des risques. Bob Plamondon, le comité de vérification des risques, Bob Plamondon et le PDG, Sean Walker et directeur des finances et Jim Sturson, qui est premier dirigeant des registraires, et donner des commentaires à l'entour du budget. Donc, je vais donner maintenant à Bob pour commencer cette section et partager tout ce que tu aimerais partager avec le CF. Donc, merci Ruth. Donc, je vais vous donner des faits saillants d'ouverture, des commentaires avant de rentrer dans le budget pour dire au comité que le comité travaille euh, tel que c'est supposé avec les membres et moi qui agis en tant que président et n'étant pas sur le CN, mais de prendre ce rôle-là avec Maureen Rogers, qui est vraiment un grand membre du CA. Il y a deux membres de Edis et Jeff. Donc, on a une combinaison d'indépendance et d'expertise et on est tous euh, vraiment soutenus par Sean Walker, Kellen et Judah. Et on s'est engagé en profondeur dans ces problématiques. Et à chaque réunion, nous vérifions les conditions financières de Kabam et on analyse les variances contre les années précédentes dans le budget et on cherche des points de vue qu'on peut gagner des opportunités pour épargner de l'argent ou déployer les ressources avec plus d'efficacité. Nous avons besoin, on se rencontre 6 fois par année, donc c'est fréquent qu'on a des points de touche sur les finances et on fait la revue aussi de la conformité avec la législation. Et il y a une série d'actes qu'on regarde, une qui, je crois, qui serait particulièrement intéressant pour les membres du CA, lorsqu'on a les responsabilités financières par les déductions avec la paye, s'ils ne sont pas les Revenus Canada peuvent venir cogner à la porte pour l'argent. Donc, on a assigné la vérification des PGE et le comptable que toutes les conformités sont courantes. Et on a développé aussi une revue, le risque qui est, je dirais, on est assez mature dans nos finances et notre système et notre revue d'analyse et le registraire des risques est quelque chose qui est renforcé encore sur une base continue. Comme vous le verrez aujourd'hui, nous développons un peu le budget, nous l'étayons, nous regardons différents scénarios comparés à l'année précédente et comparés avec les priorités. Nous allons incorporer des contingences dans ce budget, quelques améliorations, des mesures de réserve et nous regardons également la résilience et la durabilité à long terme de l'organisation d'un point de vue financier. Nous allons également superviser un audit externe, donc de travailler avec des vérificateurs externes. Vous obtiendrez les documents au moment opportun. Nous allons reviser les politiques ainsi que l'assurance, la couverture d'assurance. Alors, il y a des responsabilités au niveau de l'audit et de l'évaluation des risques. Le budget détaillé sera présenté par Sean et Judith aujourd'hui. Cette année est une année pivot pour le CABAM. Il y a une augmentation substantielle dans les frais et dans les coûts opérationnels de base. Nous allons pouvoir avoir des investissements stratégiques et bâtir nos réserves pour les opérations et les objectifs spécifiques. Donc voilà, c'est un aperçu de ce que le comité fait en votre nom. Vous allez obtenir le matériel et ça me fera plaisir de répondre à vos questions avant de plonger dans le budget. Merci beaucoup, Bob. Oh mon Dieu, que c'est rassurant pour le conseil de vous avoir, vous et vos collègues compétents dans ce comité. Donc, un gros merci. Votre travail est un gros travail et il est important. On vous remercie pour ce travail. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Bob ou des commentaires? Je n'en vois pas, Bob. Alors, c'est à vous. J'aimerais dire J'aimerais remercier personnellement
Iris, Jeff et Maureen pour leur travail. Je crois que Sean et Judith ont fait la plus grande partie du travail. Nous sommes des personnes qui arrivent avec des yeux nouveaux et frais, donc on a une vision plus claire un peu. Alors, je crois que les gros remerciements, ça va plutôt à Sean et Judith. Eh bien, merci, Sean et Judith, merci pour votre travail. Alors, c'est à vous, Sean. Merci, Bob. C'était une présentation, une introduction fantastique. Donc, je suis sur le comité des finances et de l'évaluation des risques et je suis le comptable junior. Alors, Jeff et moi, on est entre bonnes mains. Donc, notre réflexion ici, c'était que Sean pourrait présenter le reste du rapport de comité. Donc, s'il y avait des questions, mais s'il n'y avait aucune question, je pourrais vous parler de ce que nous avons fait cette année avec ce budget, qu'est-ce que nous avons en termes d'activité, et ensuite de regarder le budget qui doit soutenir tout ce travail. Sean, est-ce que tu veux nous donner un aperçu des autres partie du rapport qui n'était pas reliée au budget nécessairement? Bien sûr, nous avons la note ici du comité d'évaluation des risques. Nous avions les points saillants que nous avons présentés à la deuxième semaine de novembre, qui était la deuxième révision complète du budget et du document. Nous avons révisé cela. Nous avons révisé également les états financiers qui étaient en octobre. C'est dans la trousse également. Nous avons aussi vérifié la note de conformité et nous avons fait du travail. Nous avons regardé le travail du comité pour l'année prochaine. Nous avons fait un plan macro. Alors, c'est là où nous en étions rendus à cette réunion. Et bien sûr, nous avions mis l'accent sur le budget. Et aujourd'hui, au Conseil, nous avons le fait que nous pensons que c'est soutenable et qu'il a le